Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? La première chose en auto-édition, c'est de prendre conscience qu'on est les maîtres à bord, mais que si on fait rien, rien ne se passe. Donc ça, c'est important aussi. L'auto-édition, c'est pas simplement, moi j'ai écrit un bouquin et j'ai même pas besoin de demander l'autorisation à un éditeur, je vais le publier, j'attends que ça se passe. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la création d'une entreprise. Et dans entreprise, c'est pas un gros mot, c'est vraiment une entreprise, c'est-à-dire entreprendre quelque chose qui nous tient à cœur. Et dans l'auto-édition, ben, il y a l'écriture, il y a la promotion du livre, il y a tout ce qui est graphisme, édition, relationnel avec les libraires, etc. C'est un monde extraordinaire. L'auto-édition, c'est pas parce qu'il y a auto comme automatique ou alors seul, quoi. Enfin, Non, non, on bosse avec plusieurs personnes, on n'est pas obligé, mais c'est une possibilité et c'est quand même une grande richesse. Pour mon premier roman, Qui t'a tué autant le faire dans l'ordre, moi, je savais même pas qu'on pouvait bosser les uns avec les autres. Donc quand j'ai commencé à écrire, bah, j'ai appris sur le tas. Et j'ai rencontré ma correctrice de mon premier roman sur un salon. C'était à L'Isle-sur-Tarn. Une lectrice me dit, tu sais, là, la nénette, c'est la correctrice de Mathieu Beaziotto, qui est un super auteur auto-édité. Lui, il cartonne. Je conseille d'aller voir ses pages, etc. Il est super, Mathieu Biasotto, donc. Et donc, du coup, j'ai rencontré ma correctrice comme ça. Et Mathieu, il s'avère que c'est un super auteur auto-édité, mais aussi un graphiste. Il fait des couvertures. Donc, je lui ai proposé de faire ma couverture. Et donc, finalement, dans mon premier roman, j'avais un graphiste pour ma couve et une correctrice pour mon texte. Donc ça, c'était super. Et alors, les correcteurs, ce ne sont pas des gens qui corrigent seulement la grammaire, l'orthographe, c'est aussi des gens qui vont lire votre texte, vont suggérer des choses, et puis aussi qui vont mettre en ligne votre roman sur Amazon. C'est intéressant, parce que si vous n'êtes pas très technique, moi je suis vraiment une buse en informatique, si vous n'êtes pas technique, ben, laissez faire les gens. Moi, j'ai vraiment ce truc, c'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, soit je le fais par moi-même, et si je suis limitée, eh bien, je vais trouver quelqu'un qui va le faire pour moi. Je ne vais pas m'arrêter parce que je ne sais pas mettre une couverture sur Photoshop ou sur l'outil Amazon ou des choses comme ça. Non, dès que vous ne savez pas, faites-vous aider. Alors, soit on se fait aider par des gens qui sont compétents, qui sont dans notre entourage, soit on se fait aider par des professionnels. Et là, ça suppose qu'il faut les payer. Ça, je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup d'auto-édités qui me disent ouais, mais ça coûte cher. Ouais, mais il faut payer, c'est pas gratuit. En fait, je suis très choquée parce que les gens veulent se faire de l'argent sur la vente de leurs livres sans payer les gens qui les ont aidés à créer ce livre. Donc, ça me choque énormément. Donc, je tiens à remercier vraiment les graphistes, les correcteurs, les gens qui mettent, je dirais, qui nous permettent de sortir nos bouquins, quoi. Ces gens-là, c'est des pros, faut aussi respecter leur travail. Voilà. Chaque correcteur ou graphiste va appliquer ses tarifs. La plupart du temps, ils s'alignent quand même un peu. Une couverture, ça peut coûter 150 euros comme 500 euros. Euh, la plupart du temps, c'est 300 euros. Une couverture par un graphiste, hein, c'est-à-dire le graphiste, il va faire quelque chose de créatif. La couverture, on ne la retrouvera pas ailleurs. Il y a des graphistes qui proposent des images déjà toutes prêtes qui collent à votre style, mais que vous risquez de retrouver ailleurs. Voilà. Donc, ça dépend aussi du budget que vous avez, de ce que vous souhaitez faire de votre livre. Moi, quand j'ai su que ça coûtait à peu près 300 euros, j'ai dit, bon, ben voilà, j'ai fait le tour chez moi, j'ai regardé les objets qu'il y avait dans ma maison et j'ai dit, qu'est-ce que je vais vendre sur le bon coin? Et voilà. J'ai vendu plein de trucs sur le bon coin et je me suis dit, il me faut 300 euros, quoi. Et voilà. Donc, je pense on peut trouver des moyens. C'est-à-dire, si on arrive à trouver la somme pour payer ses prestataires, c'est tant mieux. Si on peut pas, on peut toujours faire autrement. Pour les correcteurs, il faut le faire, hein. Ah, il faut le faire. Parce que c'est important quand même. C'est important. Et là, ce On serait peut, plus ou moins combien pour un éditeur, Ça, enfin, ça pour la dé- collection? pour la correction, ça dépend des correcteurs. Il y en a qui vont faire juste la correction grammaticale, il y en a qui vont faire la mise en page, il y en a qui vont faire la préparation du fichier pour être mis sur Amazon, pour le brocher l'e-book. Donc ça peut varier. Ça, c'est difficile de chiffrer. Ce serait une grande fourchette, quoi. Ce serait une fourche finalement, parce que ça dépend vraiment des prestations. Mais je dirais, je sais pas, entre 200 et
et 400, ouais, je sais pas. Je sais pas, il y en a qui appliquent des tarifs très très bas parce qu'ils commencent. Alors je trouve ça un peu dommage parce que ben, c'est toujours le problème de la concurrence des uns et des autres, de baisser les prix du marché. C'est pas intéressant pour les correcteurs et les graphistes. Mais voilà, vous pouvez trouver des correcteurs qui sont moins onéreux. Voilà. Après, le tarif ne veut pas dire que c'est pas parce que vous allez payer 500 euros que le gars va être forcément bon, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Vérifiez ce qui corrige, achetez des bouquins, vous vous dites, tiens, je vais aller voir ce correcteur ou cette correctrice, j'achète un bouquin et je regarde comment il a fait la mise en page. Je regarde si c'est bien. Parce qu'il y a des correcteurs, ils font pas forcément la mise en page. C'est important de donner tout de suite un ton à son livre. Et c'est important aussi de se dire quand on est auto-édité, on va être sur Amazon. Et sur Amazon, les couvertures sont hyper petites. Donc il faut que ça flash. Il faut que ça fasse bam quoi dans les yeux des, des lecteurs. Et ça c'est important. En plus sur liseuse aussi, quand les gens ils vont sur la liseuse, sur leur liseuse pour voir le catalogue des e-books, et ben, si le titre ou la couverture n'est pas tape à l'œil, ben, on va passer inaperçu. Faut pas se dire oh je suis auto-édité, je vais juste mettre mon titre, mon nom, et puis basta. Faut pas faire ça. Il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut être capable de se dire j'ai écrit un bouquin, je suis auteur. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, ça arrive très souvent. Pour moi, c'est un criminel. C'est affreux de se dire qu'on n'est pas capable de se considérer comme auteur alors qu'on écrit. J'ai créé mon compte Instagram, Virginie Lloyd écrivain, et j'ai balancé une dizaine de photos là. Tout de suite, j'ai fait des petits posts sur comment j'écrivais, comment était mon héroïne, etc. Deux, trois trucs. Et j'ai créé un univers autour de Lily Brooks, l'héroïne, avant même que le livre ne sorte. Et ça, je pense que c'est important. Il faut que les gens attendent votre personnage. Ouais, il faut vraiment créer un univers avant même que le roman sorte. Ça, c'est pour pas que le roman tombe du ciel comme ça d'un coup, quoi. Voilà, ça c'est aussi important et puis ça vous permet aussi de voir comment vous allez aborder le sujet. Pour mon premier roman qui t'a tué, c'est le développement personnel qui part en live, donc c'est assez drôle. C'était assez facile de communiquer là-dessus. Pour Cher Bonheur, j'ai traité de l'amitié entre un ancien taulard et un jeune garçon autiste. Je me suis dit, bon, bah alors sur quoi je vais travailler? Bah, l'autisme, pour moi, c'est une jolie différence, une happy différence. Un ancien taulard qui n'est pas tout à fait comme les autres aussi. Donc, j'ai travaillé sur l'amitié et sur les citations, les anecdotes, les petits mots rigolos que prononçait le jeune garçon. J'ai créé un univers avant même que le roman ne sorte. En fait, il faut imaginer faire comme les grands. Moi, les grands, je dis, les gens qui m'inspirent, qui m'impressionnent, je me dis toujours, comment ils font pour que j'adore leurs produits? Eh bien, je vais faire pareil. Alors, j'ai dit un mot, peut-être c'est un gros mot pour les auteurs, le produit. Eh ben, en France, on a du mal, hein. Un livre, c'est sacré, ça se touche, ça se respecte, il faut pas parler d'argent. Enfin, non, en fait, on est auteur, hein. Donc, on est auteur, on travaille pour gagner sa vie grâce à ses livres. Donc ça, c'est important. Moi, j'entends beaucoup d'auteurs qui me disent, ouais, mais moi, je parle pas trop business et tout. Mais non, si tu as envie de vivre ton métier, ben, parle business. Ton produit, c'est un livre. Ça pourrait être un aspirateur ou une paille électrique, j'en ai n'importe quoi. Mais c'est important. Voilà, c'est important aussi de se dire, c'est un produit qu'on propose et il faut en faire la promotion. Ça, c'est important. Voilà. Il faut le faire avec bienveillance, il faut le faire comme ça nous ressemble, mais il faut le faire. Faut pas se dire, je vais attendre de sécher dans un grenier avec mes écrits et qu'on retrouve mon corps tout sec et qu'on dise, oh, c'était un auteur misérable de son vivant et maintenant c'est le plus grand auteur du monde. Non, faut pas faire ça. Faut vivre avant. Voilà. Si vous êtes hyper, hyper timide, si vous n'êtes pas du genre à aimer les mélanges, c'est-à-dire aller dans la foule, vous n'aimez pas les salons, voilà, vous aimez rester chez vous et que vous êtes hyper timide, vous pouvez aussi réussir et communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Parce que je connais des auteurs qui me disent, mais moi, je suis timide, je pourrais jamais faire ça. Mais en fait, il faut trouver sa façon de faire. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui sont très discrets sur les réseaux sociaux et qui pourtant sont très lus parce qu'on aime leur façon d'être, on aime leur pudeur, on aime leur simplicité et peut-être parfois leur silence. Et donc il faut croire en soi. Il ne faut pas imiter les autres. Il faut prendre des conseils par-ci par-là et faire sa sauce tomate. On goûte et on fait c'est bon et on y va. Voilà. Mais il faut vraiment être soi-même. Les éditeurs devraient se bouger le cul pour évoluer un petit peu, quoi.
pour considérer l'e-book pas comme un tueur de bouquins, considérer les auto-édités comme des gens qui sont tout simplement indépendants, et considérer les libraires autrement aussi. Parce que les libraires galèrent énormément. Et je pense que les éditeurs devraient revoir un petit peu leur, euh, leur part de camembert qu'ils prennent aux Mhm. libraires. Voilà. Ça, c'était ma partie un petit peu révolutionne. En fait, les éditeurs ont un fonctionnement qui date de il y a plusieurs siècles en arrière. Il faut juste, alors je vais pas faire une leçon d'histoire, hein, mais il faut se dire qu'au début, les auteurs ne touchaient aucun droit sur leurs livres. Ils étaient financés par des philanthropes, par des protecteurs, par des sociétés machin, des gens qui aimaient les géants de lettres. Ils écrivaient, ils avaient de l'argent pour écrire, etc. Mais ils touchaient pas de droit d'auteur. Et c'est après que le droit d'auteur est arrivé. Et en revanche, l'éditeur est toujours resté dans je suis l'unique personne capable de créer ton livre, en fait, en gros. Donc, du coup, ça a pris une importance énorme, l'éditeur. Et ce qui était vrai, on n'imprimait pas soi-même. Donc, du coup, l'éditeur a pris sa part du gâteau, qui était énorme, mais c'est normal, parce qu'au début, c'était lui qui faisait les choses. Et puis, quand la technologie est arrivée, bah, l'éditeur s'est dit, mais moi, je veux quand même ma part du gâteau au lieu de s'adapter. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'e-book, dont parlait Méneldil, l'éditeur reste encore très enfin, effrayé par l'e-book parce qu'il pense que l'e-book va casser le produit livre, le produit livre papier. Et c'est pour ça que souvent les éditeurs proposent des e-books à peine moins chers que les brochets pour ne pas casser le prix du livre. Mais c'est un peu bizarre parce que les gens lisent de plus en plus sur liseuse ou sur leur téléphone. Bah, Enfin, je surtout avec le conseille quand même. confinement, je pense que ça a dû changer Ah aussi bah les oui, choses. ouais, ça c'est heureusement qu'il y avait Amazon pour ça, hein. Waouh. On a pu vendre nos e-books à défaut de vendre les brochets. Mais c'est vrai que les éditeurs pensent que voilà, le livre va mourir si on lit trop d'e-books. Mais quand on écrivait sur une peau de vache et ensuite on écrivait sur un papyrus puis ensuite sur du papier, ben forcément il y a eu une évolution. Mm. Ça ne veut pas dire que les choses meurent, ça veut dire que les choses évoluent. Et je pense que si il se voile la face, il continue comme ça, ça va être difficile. Et c'est souvent pas forcément les éditeurs qui en payent les pots cassés, mais plutôt les libraires et les auteurs. Les auteurs, c'est quand même les moins payés hein, dans la chaîne. C'est incroyable Mm. quand même. L'auteur, il fait le bouquin et c'est lui qui est le moins payé. Donc je trouve ça c'est terrible, mais en même temps, bon voilà, c'est un fait. Et je pense que les éditeurs devraient ouais, revoir leur relation avec les libraires, relations commerciales, etc. Parce que par exemple, quand les éditeurs envoient un stock, le libraire doit payer les retours. Si c'est pas payé, les livres partent au pilon. Enfin, c'est affreux ce qui se passe. Les libraires gagnent que dalle sur les livres. Donc il faudrait essayer de voir les choses autrement et peut-être valoriser un petit peu plus les auteurs, la diversité de la littérature. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'on a, j'ai fait un petit post dessus avec Musso et Joël Dicker là, qui ont sorti leur super bouquin à coût de 400 000 exemplaires. Et les éditeurs ont demandé que il faut sauver le monde d'édition. On va sortir 400 000 exemplaires de deux mecs et on va oublier les autres auteurs. C'est dur quand même. C'est dur Mm. d'entendre ça. C'est quand même dur, ouais. Donc je pense que les éditeurs se sont plantés sur ce coup-là. Ils auraient dû dire, ben voilà, le confinement est une occasion de revenir à la base, de revenir à l'essence même de notre métier, l'amour du livre, et on va mettre en avant tous nos auteurs, quels qu'ils soient, et on va motiver les lecteurs pour lire tout le monde, quoi. Moi, je n'ose imaginer la situation des auteurs là qui auraient dû sortir leur bouquin et qui entendent on va compter sur Dicker et Musso pour sauver la face. Mais les auteurs en question toucheront rien, c'est juste les éditeurs qui vont toucher. Donc ça m'a un petit peu fait de la peine pour les auteurs. Cyberscribe, c'est en fait la référence. Il faut se mettre dans ce site pour être référencé sur le catalogue des libraires. C'est gratuit, hein. Il faut le faire, vous vous inscrivez. Ensuite, ils vont vous filer un numéro, bon bref, et puis vous allez être donc dans le catalogue des libraires. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ce que quand un lecteur va arriver dans une librairie, il va dire, je voudrais le roman, par exemple, bon, bah, de Virginie Lloyd, hop. Évidemment, je suis pas en librairie, je suis pas dans les rayons, mais je suis sur commande. Donc, le libraire va commander et 4 5 jours après, le lecteur aura le livre. Et ça, c'est important. Alors, comment ça se passe? Quand le libraire commande, je reçois un mail.
Je sais que c'est la librairie Nanigna qui me commande un bouquin. Je lui envoie et la librairie va prendre sa commission, qui est la plupart du temps de 30%. À cela, il faut enlever les frais d'impression, plus les frais postaux que la librairie va prendre en partie en charge aussi. Mais du coup, vous gagnez des lecteurs, mais pas beaucoup d'argent. Alors c'est pour ça que les systèmes comme Bookelist ou BOD sont intéressants. Alors moi, je vais passer chez Bookelist pour mon 3e roman. C'est-à-dire que Bookelist va s'occuper d'envoyer les commandes reçues par les libraires. Vous recevrez plus, vous, les commandes à gérer, mais c'est Bookelist qui va le faire. Et comment ils le font? Ils passent par Hachette qui va distribuer, imprimer à la demande et distribuer votre bouquin. Donc ça, c'est super. Et au final, vous touchez 15% du bouquin. Voilà. Bon, quand on enlève tous les frais qui sont habituels quand on est auto-édité, c'est ce qu'on gagne, hein. Pas plus, hein. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que dès qu'un lecteur va arriver dans une librairie, va commander votre livre, bah vous aurez rien à faire. C'est Bookelist qui va gérer la commande et Hachette qui va l'imprimer et l'envoyer à la librairie. Donc ça, c'est super de se dire, je suis auto-édité et je suis distribué par Hachette. C'est important parce que déjà, au niveau financier, ben, vous gagnez plus que si vous le faites vous-même. Au niveau éthique, entre guillemets, c'est bien de dire, je suis auto-édité, mais je bosse pas qu'avec Amazon, je bosse aussi avec Hachette. Ça, c'est bien aussi. Ça cloue le bec un petit peu aux gens qui nous traitent de suppôt de Satan d'Amazon. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais après, Amazon, moi, je défends. Alors, je parle pas des conditions de travail d'Amazon et tout, mais je défends Amazon parce qu'Amazon, c'est un vivier vraiment pour les auto-entrepreneurs. Les gens qui vendent des livres, les gens qui vendent des collants ou des pièces automobiles, ce sont des gens qui passent par Amazon, qui n'ont pas les moyens de se payer une boutique ou des choses comme ça. Et c'est vraiment important. Donc, faut pas non plus critiquer ce système qui est adapté à notre époque, tout simplement. Si on veut sauver les libraires, eh ben, on n'a qu'à dire aux éditeurs qu'ils arrêtent de vendre sur Amazon. Et là, c'est clair que les gens vont acheter en librairie. Donc, en fait, il y a pas de débat à avoir sur Amazon ou pas. Les éditeurs vendent sur Amazon. Donc, je vois pas pourquoi les auto-édités devraient être toujours critiqués parce qu'ils sont sur Amazon. Voilà. Comme les éditeurs. Moi, je dis souvent, quand on me dit, ouais, mais vous êtes sur Amazon, je dis oui, comme tous les éditeurs, je suis sur Amazon. Voilà. C'est important aussi de préciser que c'est un marché intéressant, Amazon. Si Amazon vend du livre, c'est parce que ça cartonne. Amazon ne va pas vendre un truc qui marche pas. Donc, il faut aller là où ça marche. Voilà. Et alors, Gwen dit défendre aussi bien Amazon et en même temps les libraires, c'est un peu contradictoire, non? Alors, c'est pas contradictoire, c'est-à-dire que c'est pas une guerre où je défends l'un et du coup je dénigre l'autre. Moi, quand je suis sur Amazon et que je vends, donc comme tous les éditeurs, mes bouquins sur Amazon, je vends aussi en librairie. Et il faut savoir une chose, c'est avec un auto-édité, pardon, un libraire touche plus qu'avec un édité. Parce que l'auto-édité va lui donner 30%. L'éditeur, il donne moins au libraire. Et quand nous, on vend nos livres, on fait du dépôt-vente. Donc on va par exemple déposer 3 livres chez un libraire. Et s'il ne les vend pas, on les reprend. Il n'a pas de frais, il n'a pas de frais pour les renvoyer ou il ne doit pas les envoyer au pilon. Enfin, il n'y a pas de stock qui va devoir gérer et se dire, mon Dieu, j'ai pas pu vendre ces 150 bouquins, comment je vais faire? Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on défend Amazon, et encore, je défends Amazon, je défends juste une forme de revenu que je gagne grâce à Amazon, mais c'est pas parce qu'on défend donc cette partie-là qu'on dénigre l'autre. Vraiment. Pour moi, les libraires méritent beaucoup plus d'attention dans la chaîne du livre, et on peut faire les deux, vu que les éditeurs le font. Voilà. Quand on est auto-édité, c'est de se dire qu'on est auteur, avant tout. L'auto-édition n'est qu'un statut. C'est ça qu'il faut vraiment se dire. C'est pas parce que je suis auto-édité que je suis pas un auteur. Je suis un auteur, les autres sont édités, c'est-à-dire engagés dans une société qui est une maison d'édition, et nous, on est engagés dans notre société qu'on a créée. Et c'est pareil, on écrit, et c'est ça qui compte. Et vraiment, je dis toujours cette image-là, c'est l'auto-édition et l'édition sont deux frangines qui ont grandi dans la même famille, mais qui ont pris des chemins différents et qui, toutes les deux, aiment le livre, quoi. Voilà, c'est ce qui compte. Le livre, c'est le plus important. L'audiobook, par exemple, qui est en Ouais. ce moment en train de se développer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire, donc écouter un livre, c'est incroyable pour ces gens-là. Il y a des gens qui sont aveugles, ils peuvent pas lire, donc écouter un livre, c'est incroyable pour eux. Il y a des gens qui sont dyslexiques. La liseuse a une police d'écriture qui s'appelle Open Dyslexie qui permet aux dyslexiques de lire.
Et ça, c'est extraordinaire. Mon mari est dyslexique, je peux vous dire que la liseuse est extraordinaire pour lui. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle forme de lecture, je dirais, il faut pas la critiquer en disant qu'elle va tuer la précédente. Non, il faut se dire à qui ça va servir, quel est le lecteur qui va devenir heureux en lisant ou en écoutant un livre.